L'année dernière, Richard Langelier nous avait demandé, vous m'avez demandé de faire une recension des connaissances sur la santé. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire une recension de la santé si on ne tenait pas compte de l'interrelation avec les distances avec lesquelles les éoliennes seraient installées dans la planification. Il y avait... Ah, non, je vais y aller, je vais le faire marcher moi-même. Oui, c'est ça. Pour ça, je donne ça. Hein? Ah, ok. La télécommande va dans l'autre sens. Voilà. Okay. Vous avancez sur la fiche. Donc, c'est ça. Les éoliennes, est-ce qu'on nous a tout dit? Non, on nous a pas tout dit. Puis c'est déconcertant de voir avec quel enthousiasme les élus et les politiciens embarquent là-dedans. Ça manque toute vigilance. Donc, les normes de l'industrie éolienne et les nouvelles technologies, on va aborder aussi les aspects impacts sur la santé. Comment expliquer les contradictions entre les études et les impacts sur les animaux et si les ressources sont hauts. Le principe accès au savoir est un des principes du développement durable. L'information est très biaisée pour la population et pour les élus. L'accélération de la transition énergétique en période d'instabilité politique est très questionnable et il est important d'appliquer le principe de précaution. Les règlements et l'encadrement pour les nouvelles technologies sont insuffisants. La façon que c'est encadré actuellement, c'est simplement sur les bases des technologies anciennes. Ça veut dire des éoliennes de 2 à 3 mégawatts. On parle maintenant des éoliennes industrielles de 6 à 7 mégawatts. Puis, on n'a aucune étude pour ces éoliennes qu'on veut installer. La hauteur des nouvelles éoliennes, jusqu'à 200 mètres, avec ce qu'on nous propose actuellement, contient aussi le fait que le rotor est très grand. C'est un espace d'air très grand qui est balayé. Et ces éoliennes-là vont dégager une importante proportion, une beaucoup plus grande proportion des infrasons et des basses fréquences. Donc, la réglementation actuelle ne tient pas compte. La nouvelle technologie des éoliennes de grande taille a fait qu'on a modifié le bout des pales afin qu'ils ne fassent pas plus de bruit que les éoliennes des générations antérieures de 2 à 3 mégawatts. Donc, ça permet à maximiser une production d'énergie sur un territoire donné plus grande, même si on diminue le nombre d'éoliennes, mais les distances par rapport aux habitations ou aux bâtiments agricoles ne sont pas nécessairement changées versus les éoliennes de petite taille avant qui avaient juste une fraction de cette production. Donc, en résumé, c'est ça, les sources et les documents qui ne tiennent pas compte de l'évolution des technologies proposées pour les appels d'offres actuels en taille et puissance. Donc, ça, les normes, il y aura besoin d'une mise à jour. On aura besoin d'un moratoire et d'un BAP générique parce que, au niveau scientifique, il n'y a pas moyen de garantir la sécurité des citoyens avec ce qui est proposé actuellement à travers la province. Il y a l'augmentation de la taille du rotor, comme j'ai dit tout à l'heure. Il fait que, proportionnellement, ils font plus d'infrasons et de sons de basse fréquence. Par contre, tous les élus, ils sont obnubilés. Ils disent, ils font pas plus de bruit, ils font même moins de bruit. C'est pas vrai qu'ils font bien moins de bruit. C'est proportionnellement moins, mais pas en puissance. Puis, c'est les infrasons et de basse fréquence, on n'a pas de normes pour calculer leur grande capacité de se propager jusqu'à des dizaines de kilomètres. La différence entre le son audible, elle fait qu'il diminue beaucoup plus sur une distance que les inaudibles. Fait que plus tu es loin, plus la proportion du inaudible va être élevée en proportion du audible. Donc, en plus, ces ondes inaudibles, ils se propagent aussi à travers les murs, mettons, dans une maison, plus que le bruit audible. Et
l'exemple, mettons, si vous entendez une auto passer, là, si elle passe un peu plus loin, des fois, on entend juste des basses, on n'entend plus la musique qui jouait fort dans l'auto. Donc, les normes en vigueur sont inadéquates absolument pour évaluer la quantité des infrasons des sons de basse fréquence et la modulation amplitude. Modulation d'amplitude, c'est un terme que je vais utiliser plusieurs fois parce que selon les dernières recherches, ça, c'est l'aspect le plus dérangeant de l'éolienne. C'est sûr, il y a la hauteur, et puis les lumières, effets stroboscopiques et tout ça. Il y a le bruit audible, il y a les infrasons, mais c'est la modulation d'amplitude qui sera selon les dernières études, ce qui est le plus prouvé dans les recherches qui dérange. La modulation d'amplitude, c'est quand la pâle passe devant le mât. Fait que c'est à peu près une fois par seconde. Fait que le décibel dans le audible et inaudible peut changer de 3 jusqu'à 10 décibels à la seconde. Mais ce n'est pas marqué dans les graphiques de mesure des compagnies, à part une que je vais montrer à la toute fin. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour vous rappeler. Vous voyez peut-être dans le bas, ici, ça, c'est les éoliennes anciennes, une 2 MW, 107 décibels. Ça, c'est les nouvelles, une 5 MW, 105 décibels. Donc, avec ça, l'industrie a réussi à se conformer aux normes de 40 décibels de l'OMS, à ne pas dépasser pour ne pas affecter la santé. Maintenant, si on peut regarder ça. Donc, les normes actuelles au Québec pour le 40 décibels, à laquelle 10 de la population serait atteinte là, par des impacts. Ça fait qu'on ne mesure que les fréquences audibles et on sous-estime vraiment les bruits inaudibles, qui est les basses fréquences et les infrasons. Ça fait que maintenant, ça c'est un exemple d'un graphique. Ceci, ça c'est le dBA, pondération A, le bruit audible, et ça. Ça c'est le bruit inaudible, ce qui est rouge. Ça c'est le bruit global que l'éolienne émet. Donc, vous voyez bien, ici, la proportion de bruit inaudible est beaucoup plus élevée que le bruit audible ici. Donc, on dit les niveaux de bruit, ça c'est une étude Recent Advances in Wind Turbine Noise Research de 2020. Les niveaux de bruit prévus dépendent du modèle de bruit utilisé pour les obtenir et de nombreuses juridictions ne précisent pas quel modèle doit être utilisé. Dans le même rapport, on dit les réglementations existantes précisent les méthodes permettant de minimiser l'impact du bruit ambiant. Cependant, elles présentent de nombreux inconvénients, comme indiqué dans telle section, et permettent au bruit des parcs éoliens de dépasser potentiellement les limites autorisées pendant 50% du temps. Donc, dans la documentation scientifique antérieure à la dernière de 2018, il y a celle-ci de l'OMS de l'année 1999 au sujet des infrasons. D'ailleurs, beaucoup de publications d'infrasons étaient faites dans les périodes antérieures à 2006. Donc, l'OMS dit une attention particulière doit être accordée aux sources de bruit dans un environnement avec de faibles niveaux de bruit de fond, aux combinaisons de bruit et de vibration et aux sources de bruit avec des composantes à basse fréquence. On estime que les effets sur la santé dus aux composantes basse fréquence du bruit sont plus graves que ceux des bruits communautaires en général. De plus, on dit les preuves concernant le bruit basse fréquence sont suffisamment solides pour justifier une préoccupation immédiate et par conséquent, le bruit avec des composantes basse fréquence nécessite des valeurs indicatives plus basses. Donc, si on veut faire un développement durable, c'est important de tenir compte du principe de précaution. Donc, ce principe stipule, en l'absence à un moment donné de certitude due à un manque de connaissances techniques, scientifiques ou économiques, il convient malgré tout de prendre des mesures de gestion des risques afin de prévenir des dommages potentiels graves sur l'environnement et la santé.
L'exemple dans notre MRC, on nous avait bien décrit ça. On a dit, en plus du principe de précaution, voulant anticiper les risques pour protéger l'environnement et la santé, 4 grands principes ont guidé l'élaboration du cadre normatif. 1, c'est respecter la qualité des milieux de vie des résidents. 2, respecter la structure paysagère. 3, limiter les risques pour la santé du public. 4, protéger les milieux naturels. Quand j'ai lu, ce qui a attiré mon attention immédiatement, c'est limiter les risques pour la santé du public. Ça veut donc dire qu'il y en a. Mais j'ai questionné à la MRC, limiter les risques pour la santé du public, ça veut-il dire le nombre de personnes atteintes ou la gravité des symptômes? Alors là, non. Ben oui, c'est le nombre de personnes et les deux, c'est les deux. Parce qu'on est peu de gens. Oui, je voulais dire aussi, quand on voit les études, très souvent, on utilise, parce qu'on est peu de gens en région, mettons un périmètre de 0 à 2 mètres, 2 km autour d'une éolienne, puis jusqu'à 10 km, parce que ça fait un effet de dilution. Dans ce temps-là, tu peux masquer les impacts sur les personnes qui restent près d'une éolienne versus ceux qui sont loin au niveau financier, prise de médicaments, effet sur la santé. Santé Canada, dans leur étude, là, ils se basaient sur des résidents qui restent à 600 mètres d'un parc éolien jusqu'à 11 km. Donc, on peut comprendre que quelqu'un en 2014 qui reste à 11,25 km d'une éolienne qui a peut-être 80 mètres de haut, là, probablement, ça ne l'affecterait pas autant que celui qui est à 600 mètres, qui en a, étant donné que c'est des plus petites, une grande densité autour. Donc, c'est ça. Ce qu'il nous a proposé, en tout cas, la fiche suivante va vous étonner quand vous retenez bien respecter la qualité du milieu de vie, respecter les structures paysagères et protéger les milieux naturels, parce que les distances qu'on nous avait proposées étaient ceci. C'est différent à travers le Québec. Donc, chez nous, c'était 800 mètres avec les maisons de campagne, 300 mètres des bâtiments de ferme. Fait que pour quelqu'un qui travaille sur une ferme, puis il reste là à l'année longue et à semaine longue et tout, l'exposition est assez haut. Danger de glace aussi, sans parler des animaux. Puis au niveau de l'eau, mais ça aussi, il ne semblait pas avoir de vigilance de ce côté-là. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, j'ai demandé pendant 1 an pour avoir le poids d'une éolienne de 6 mégawatts. Même si on a un comité de maire qui rencontre les 4 promoteurs, ils n'ont jamais voulu le dire. Fait que finalement, dernièrement, en participant à un BAP, j'ai posé la question, donc à EDF, une éolienne de 6 mégawatts, ça pèse 2200 tonnes. Et en Ontario, on a eu des problèmes avec les éoliennes. Ça a défoncé comme la nappe, l'aquifère en dessous. Le battage des pieux a fait que le produit du dessous a monté puis a envahi l'aquifère. Il n'arrive pas à le purifier depuis ce temps-là. J'ai appelé un chercheur de l'Université de Waterloo, hydrogéologue. Il dit qu'il travaille comme conseiller pour les compagnies pétrolières, puis il dit le battage des pieux, c'est un principe qu'on utilise en forage pétrolier dans le but de faire monter le pétrole. Donc, il dit c'est très clairement que c'est ça. Donc, j'ai déjà parlé un petit peu des normes et les nouvelles technologies. Donc, on peut aller plus vite. Donc, la norme pour l'industrie éolienne au Québec actuellement, c'est 40 décibels que l'industrie utilise. C'est la norme au Québec et vient de l'OMS, donc qui dit c'est le chiffre de bruit, la limite de bruit de risque absolu, où à peu près 10 de la population, ça ne dépasse pas le 10 qui pourrait être affecté. Donc, si on part de 10 si on part par exemple, d'un indicateur des gens qui restent à 600 mètres jusqu'à 11 km, c'est assez négligeable ce que ça peut faire à la population qui reste près d'une éolienne. Et
c'est ça. Donc, la sous-estimation du bruit des éoliennes, dans les normes, on en tient pas compte, comme je vous ai montré tout à l'heure avec le graphique, avec le bruit audible et inaudible. Ça donne l'impression, c'est comme si vous marchez la nuit avec une flashlight, puis vous la tenez de côté, puis vous avancez vers l'avant, mais vous ne voyez pas le fossé qui est devant vous parce que la lumière ne se tourne pas par là. Je ne sais pas si vous me suivez, là. C'est ça. Fait que si tu ne regardes pas devant toi, puis tout ce que ça comporte, bruit audible, inaudible, modulation d'amplitude, mais tu ne sais pas où tu t'en vas. Et le 35 décibels aussi, c'est une norme ici au 40 décibels, c'est une norme qui aussi peut être un peu contradictoire ou qui aurait besoin de mise à jour parce qu'on sait que, selon l'INSPQ aussi, à 35 décibels, le bruit est audible à l'intérieur d'une résidence, même les fenêtres fermées pour 10 à 30 %. Si les fenêtres sont légèrement ouvertes, 80 à 100 on les entend déjà à 35 décibels. 35 décibels aussi, c'est le chiffre à partir duquel les gens commencent à avoir un problème de sommeil. Donc, l'INSPQ, ils ont sorti un rapport en avril l'année dernière, puis ils soulignent le manque de fondement scientifique avec les projets éoliens actuellement. Donc, la mise en garde dit ceci, selon une des conseillères, les résultats de l'analyse ne permettent pas d'identifier une distance qui serait sécuritaire entre les éoliennes et les résidences. C'est un chiffre magique qui est souhaité par plusieurs instigateurs des projets, dit-elle. On parle plutôt d'une distance qui serait socialement acceptable et qui doit être co-construite avec les différentes parties prenantes du milieu. Co-construire avec qui? Basé sur quoi? On ne sait pas. Plus loin, l'autre conseiller de l'INSPQ, dans une interview, il disait que la taille joue effectivement sur le bruit qu'elle va émettre. Donc, plus elle est grosse, plus c'est 45 décibels. 45 décibels, ça, c'est la norme de l'OMS en LDEN, ça équivaut à 40. Donc, c'est à peu près la même chose que l'UNSCQ. C'est l'équivalence. Mettons 45 décibels LDEN, lui, il dit ça. Ça équivaut aux 40 décibels que je parlais. Ça va être atteint plus loin. Ça peut être un enjeu si des municipalités réfléchissent par rapport à des éoliennes de 1 MW qui y a quelques années, alors que maintenant, ce sont des 7 à 10 MW que les promoteurs sont en train d'imaginer. La distance ne serait peut-être pas appropriée. On sait que et de plus, il ajoute, on sait que les basses fréquences sont une des caractéristiques qui va occasionner plus de dérangements. En général, ça se transmet mieux, ça pénètre mieux dans les bâtiments. Alors, pour une source industrielle, une source qui aurait les mêmes caractéristiques, un bruit de basse fréquence va déranger plus qu'un bruit de haute fréquence. Puis les éoliennes sont de l'industriel. Donc, la difficulté aussi, c'est pourquoi l'INSPQ n'est pas capable de déterminer une distance qui serait sécuritaire. Et ça prendrait une évaluation quasiment individuelle avec chaque maison et chaque emplacement. C'est dû à la topographie du sol, la direction du vent, la nature du sol, le nombre d'éoliennes, les modèles d'éoliennes. Ça aussi, l'industrie est très peu révélateur des données techniques, des fiches techniques, si on voudrait les avoir, là. Le poids, c'est un problème. Les émissions sonores en émissions infrason, on n'en parle pas. C'est très difficile, même. Puis ce qui est triste, c'est que les élus ou même toutes les parties prenantes, ils ne s'informent pas. C'est déconcertant. Donc, pour faire un petit rappel, donc, le bruit des éoliennes, ça fait un peu une simulation aussi de s'imaginer quand ces immenses pales, le rotor, pour les nouvelles éoliennes, 170 mètres. Donc, quand la pale est en haut jusqu'en bas, c'est énorme, la puissance qui se dégage de là. Donc, un petit rappel. La forte proportion des infrasons et des sons de basse fréquence, ils voyagent sur des grandes distances, sont augmentés à l'intérieur des habitations. Ils peuvent se propager par l'air et par le sol. Des fois, ça peut faire des microsismicités. Certaines personnes les sentent. Les bruits inaudibles, infrasons et basses fréquences, les gens sont pas aussi sensibles. Il y a une grande variabilité entre les gens pour les percevoir.
La modulation d'amplitude, c'est un terme que je vais revenir plusieurs fois là-dessus parce que, comme je me répète, c'est un des facteurs qui semble être le plus dérangeant, qui est admis même dans les études, qui semble être il semble y avoir plus de consensus par rapport au degré de dérangement dû à la modulation d'amplitude qui peut être audible et inaudible que celui par rapport aux infrasons. Donc, le bruit aérodynamique n'est pas constant, il augmente de façon périodique et ça peut se produire, et le niveau sonore augmente et diminue une fois à la seconde. Ça peut se produire dans le spectre audible et inaudible. Dans certains cas, ça peut aller de 3 jusqu'à 10 décibels. 10 décibels, ça peut représenter jusqu'au double de la perception sonore. Et si ça se produit si ça se produit dans le spectre inaudible, cette modulation d'amplitude-là, l'oreille est capable de la capter, mais on n'arrivait pas à date de l'expliquer. Donc, on disait aux gens que c'était dans leur tête. Donc, les bruits inaudibles des éoliennes, ce ne sont pas des sons perceptibles par lui, mais par certains groupes de cellules nerveuses qui sont reliées directement à certaines zones du cerveau. Ça s'exprime comme, entre autres, comme pression dans les oreilles, des étourdissements ou des sensations de mal de mer. D'ailleurs, des gens qui souffrent du mal de mer, c'est quasiment immédiat quand ils sont exposés aux infrasons d'une éolienne. Donc, c'est un petit schéma qui explique, mettons, la modulation d'amplitude sur une distance de moins qu'1 km, ça va être surtout dominé dans le spectre audible. À des plus longues distances, ça fait un son swish, swish. Quand c'est sur une plus longue distance, dans ce cas ici, c'est 3,5 km que ça a été mesuré, c'est surtout les basses fréquences qui vont faire la modulation d'amplitude. Dans cette étude-là, qui a été faite par des chercheurs australiens, ils disaient jusqu'à 22 pendant la nuit, jusqu'à 3,5 km de l'éolienne, on pouvait mesurer les grosses modulations d'amplitude. En certains cas, ça peut aller jusqu'à 9 km. Donc, les impacts pour la santé. Selon Santé Canada, il y a un degré élevé du dérangement qui est beaucoup plus fort pour les éoliennes. Ça commence beaucoup plus tôt, déjà à partir de 35 décibels, versus le dérangement par le trafic routier, les chemins de fer ou les avions. Il est important de préciser le terme nuisance, gêne, dérangement. Au début, je ne l'avais pas compris, ça, le dérangement. Je trouvais qu'il n'y avait rien là. Puis, finalement, mais c'est pas comme. Fait que, finalement, j'ai vu que ça fait référence à un fort dérangement. Comment je veux dire? OK, je vais vous le lire, tel quel. Le terme anglais annoyance est souvent employé comme indicateur de référence dans la littérature scientifique. En français, ça se traduit comme dérangement, gêne, désagrément ou nuisance. Par exemple, on fait référence à un fort dérangement ou être fortement dérangé, highly annoyed, selon le contexte. Selon l'OMS et Santé Canada, le terme high annoyance est associé à un problème de santé publique. Dans la documentation scientifique, la nuisance a été étudiée comme un des effets sur la santé reconnus comme tel par l'OMS, une estimation de l'exposition subjective au bruit et un facteur confondant ou médiateur d'autres effets sur la santé, par exemple des effets cardiovasculaires. Ici, la limite de 40 décibels au Québec est différente des standards de l'Institut américain sur le bruit. L'Institut américain, il dit tout nouveau bruit intrusif dans zone rurale devait être 35 décibels. La limite de 35 décibels, c'est aussi la limite où ça commence à avoir un degré de plainte élevé quand ça dépasse les 35 décibels. Puis, même si l'OMS il dit la limite de bruit qui va impacter le sommeil est à 40,
mais il commence déjà à partir de 35. Donc, avec les normes actuelles, même si c'était des petites éoliennes, on est à côté de la coche. Bon, excusez ça. Donc, les impacts sur le sommeil et la santé, ça, c'est un facteur très important parce qu'avec un dérangement chronique et perturbé et qui dure dans le temps, les impacts sont importants à plusieurs niveaux. Ça crée des stress et cortisol élevés, donc des problèmes de santé indirects. Alors, on va vous dire souvent, il n'y a aucune preuve, aucune étude qui va dire que le bruit d'éoliennes a un effet direct sur la santé. À 40 décibels, personne n'est jamais devenu sourd à cause du niveau élevé de bruit éolien. Par contre, les effets, quand on vous le dit, il n'y a aucun effet direct sur la santé, c'est vrai. Les effets indirects, oui, parce que par le sommeil, par le dérangement chronique, par des réactions de stress, de perte de qualité de vie et tout ça. Donc, stress, cortisol élevé, anxiété, burn-out, effet cardiovasculaire, épuisement, système hormonal, développement des enfants, difficultés de concentration et de mémoire. On dit les oreilles ne dorment jamais. On peut fermer les yeux, on peut pas fermer les oreilles. Vous mettez un oreiller sur les oreilles, l'infrason, il se rend pareil. Donc, le chercheur qui a pu découvrir c'était quoi les structures qui étaient reliées à notre réceptivité au bruit inaudible, c'était Dr. Alex Sott. Il a découvert par hasard, en faisant d'autres recherches, que ça ressemblait aux fréquences des éoliennes. Donc, les symptômes d'étourdissement, nausées, maux de tête et tout ça pouvaient être reliés. Il dit, le concept, selon ce que vous n'entendez pas, ne peut pas vous affecter, il n'est pas valide. Il dit, c'est comme dire à quelqu'un en auto, si tu as mal au cœur, c'est dans ta tête. OK. Les populations les plus vulnérables, ce sont les enfants, particulièrement des enfants de moins de 6 ans, les personnes âgées, les personnes avec des conditions médicales antérieures, aussi les personnes qui souffrent du mal des transports, puis veuillez prendre note que même les personnes sourdes peuvent avoir des symptômes. Bon. Oui. Donc, ce schéma-là, il résume bien que les infrasons, là, ils ont un lien direct avec la santé. Ils peuvent affecter le sommeil, ils peuvent avoir des effets indésirables sur la santé, tels étourdissement, nausées, problèmes vestibulaires, pression sur les oreilles et tout, versus le son audible qui, lui, va faire un effet indirect. Donc, il va d'abord, les gens se sentent comme dérangés, gênés, puis éventuellement, ça peut mener à des troubles du sommeil. Puis, avec les troubles du sommeil, ça peut enclencher des effets sur la santé par la suite. Donc, ça, c'est... Je peux poser une question? Oui. Est-ce que je comprends que quand tu disais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'effet direct sur la santé du son audible? Oui. C'est parce qu'un effet direct, ça serait vraiment relié à devenir sourd ou à affecter l'ouïe. Oui. Tandis que les infrasons, on peut considérer qu'il y a des effets directs sur la santé. Tout de suite. Parce qu'ils ne passent pas par l'ouïe. Exactement. Oui. Oui. Donc, c'est un résumé des effets. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est ça, je ne vais pas répéter. Donc, des effets cardiovasculaires pour les bruits audibles, à la régulation du système nerveux autonome, donc indirect. Et tout ça, ça peut affecter tous les autres systèmes cardiovasculaires, etc. Les bruits inaudibles, c'est autre chose. Ça peut déclencher des nausées, mal de mer, réaction vestibulaire. Le syndrome éolien, les céphalées, sensation de pression dans les oreilles, la poitrine, sensation de lourdeur. Fait que le syndrome éolien, à l'époque, c'était une médecin américaine, Dr. Pierpont, qui avait rassemblé les différents symptômes que les gens se plaignaient qui restaient aux abords d'un parc éolien. Elle était contestée par l'industrie. L'industrie, eux, ils disent il n'y a rien de nouveau dans ces symptômes-là. C'est des symptômes normaux quand tu es exposé au stress au bruit. Donc,
bruit environnemental. Il n'y a pas de lien, mais c'est des réactions normales. Non, mais c'est pas des réactions normales. L'idée, ça s'explique, c'est pas un syndrome relié aux éoliens, ça vient du. Entre les deux oreilles. Oui, mais. Non, mais ça vient de cause du stress que l'éolien. Hein? C'est quand il y a des sources de Oui, stress. exactement. Oui, exactement. Donc, parmi de nombreux chercheurs indépendants, il y avait Dr. Jerry Punch qui a fait un rapport avec M. Richard James. Ça s'appelle le Wind Turbine Noise and Human Health, a 4-decade history of evidence that wind turbines rose risks. En français, ça veut dire le bruit des éoliennes et la santé humaine, une histoire de 4 décennies de preuves démontrant que les éoliennes présentent des risques. C'est une importante revue de littérature qui contredit les arguments de l'industrie, l'effet nocebo inclus, donc ça serait conditionné par des attentes. C'est 17 pages de référence et d'études en appui. Le Dr. Punch était expert légal aussi dans plusieurs poursuites. Puis, lui, il compare la lenteur d'acceptation de la nocivité des éoliennes à l'époque du tabac et tout ça. Ça a pris 30 ans. Au début, on a juste diminué la quantité de goudron dans les cigarettes et tout, mais les médecins avaient dit que c'est bon pour fumer et ça ne dérange pas. Puis avec des fils, c'est encore mieux. En tout cas, lui comprend ça, oui. Martina, est-ce que cette référence-là était citée dans la revue de l'INSPQ de l'année passée? Non, c'est tout ils ne sont pas là-dedans. Oui, ça, c'est un bon point. Ce que je voulais dire, parce que je vais revenir là-dessus tantôt. J'ai regardé dans l'INSPQ, la première chose, quand le rapport est sorti, c'est quoi les facteurs d'inclusion, exclusion des études duquel ils basent leur analyse. Et il dit qu'il faut que la source du document, du financement soit connue, ou donc, si c'est des fois des chercheurs indépendants, des fois il n'y a pas de source de financement, ils font ça comme ça. Et oui, c'est ça. En tout cas, ça répond. Tantôt, je vais revenir là-dessus. Comment ça se fait qu'il y a des controverses dans les études? Donc, l'autre, c'est un autre expert légal. Lui avait gagné une poursuite à Falmouth, dans le Massachusetts, au Cape Cod, qui a fini par aboutir à démolir, à mettre à l'arrêt et démolir les 2 éoliennes. C'est quelqu'un de très compétent ça fait 15 ans qu'il est spécialisé avec le bruit des éoliennes. Puis, lui, il dit bien que plus l'éolienne augmente en taille, ça ici, ça c'est pour une 10 MW, plus elle entre dans la gamme nauséogène. Parce que la vitesse à laquelle le rotor va tourner est plus lente. Le bout des pales, par exemple, ça peut aller jusqu'à proche 300 km/h, mais on a l'impression que ça vire lentement. Ça veut dire que la fréquence descend de plus en plus. Donc, lui, il a toujours dit la distance, c'est avéré la seule option fiable de contrôle de bruit disponible pour les éoliennes jusqu'à présent. Dans la plupart des endroits, la distance n'est pas suffisante pour éviter les impacts. Comment il s'appelle celui-là? Robert Rand. C'est quelqu'un qui m'a fourni énormément de documentation, puis aussi de quelle façon on devait encadrer les futurs parcs éoliens. Il dit c'est le protocole danois avec les mesures à infrason, pas plus que 20 décibels, puis des rapports très, très spécifiques pour l'emplacement lors de la modélisation à l'intérieur des maisons et les maisons les plus proches par rapport à l'ensemble du parc. C'est très, très détaillé, mais si on est capable de parce qu'au début, je l'ai rappelé, j'ai dit, l'INSPQ dit ils ne peuvent pas déterminer une distance et dit oui, on est capable de le faire. Donc, Dr. Marianne Alves Pereira, on l'avait eu pour notre groupe PCNY dans une interview. C'était très intéressant. Elle parlait de la maladie vibroacoustique. Elle, ses recherches anciennes, c'est basé sur des gens vivant proches des aéroports, mais plus tard, elle s'est intéressée beaucoup au bruit des éoliennes et les dommages que ça fait au niveau du système cardiovasculaire. Elle a observé que les problèmes de santé apparaissent beaucoup plus rapidement depuis l'arrivée des grandes éoliennes. L'effet du danger des infrasons et basses fréquences est lié au fait qu'ils sont dans le spectre inaudible et peuvent passer inaperçus pour plusieurs heures. De plus, l'effet est cumulatif avec une exposition chronique. On peut comparer ça à notre exposition à l'UV.
on voit peut-être pas les UV, puis on réagit pas tout en même temps. Des fois, il y en a des gens qui peuvent rester longtemps au soleil avant d'avoir des impacts. Mais ça se peut que le dermatologue, et des fois, il va dire oui, mais il y a un effet cumulatif de tes UV depuis que tu es né, depuis à plus tard. D'autres recherches sur les infrasons, c'était aussi sur certaines zones qui affectent directement certaines zones du cerveau. Ça a été fait en Europe. Puis aussi, j'ai oublié de noter ici, c'était Dr. Ursula Belusek. Ça, c'est une étude assez récente qui a prouvé les effets du stress vibratoire sur certaines cellules, les systèmes cardiovasculaires, les altérations de la microcirculation dues à ces stress vibratoires qui causent des changements tissulaires favorisant l'apparition de certaines pathologies comme l'athérosclérose. Donc, en résumé, rapidement, le danger des infrasons en basse fréquence et qui peuvent passer inaperçus avec et cumulatif avec une exposition chronique et prolongée, donc comparable avec les rayons UV. Il y a une très grande variabilité dans l'apparition des symptômes chez les personnes vivant sous un même toit. C'est donc difficile d'obtenir des résultats statistiquement significatifs dû à la taille restreinte du nombre de personnes qui vivent à proximité. Puis on exclut aussi les enfants des études. Puis, il y a des clauses de confidentialité des personnes qui reçoivent un bénéfice financier. Donc, ils ne vont pas nécessairement, dans une enquête, dire qu'ils sont embarrassés par ce que le parc éolien émet. Puis aussi, la grande variabilité dans l'apparition des symptômes. Si on fait une enquête pour voir combien de personnes ont des problèmes à dormir dans un environnement d'éolien, mais il y en a des gens qui vont peut-être jamais avoir un problème de dormir, mais ils vont peut-être avoir la nausée ou étourdissement et tout ça. Donc, ça ne pourrait pas paraître dans les résultats de la recherche parce que les effets sont trop variés. Donc, l'effet nocebo, ce qui est avancé par l'industrie, c'est contredit par les études indépendantes maintenant. Le nocebo, ça veut dire que les gens qui ont une attente que l'éolien va les déranger, ils seront dérangés, mais je vais vous montrer tantôt pourquoi ce n'est plus le cas. Donc, contrairement à d'autres sources de bruit, on peut s'habituer. Les éoliennes, on ne s'habitue pas. Les effets augmentent avec le temps pour les symptômes. Donc, par contre, avec les derniers procès gagnés, il y a eu jurisprudence, puis le syndrome éolien était reconnu dans un jugement de Toulouse en 2021. Il y a eu d'autres procès gagnés aussi. Donc, comment on peut expliquer les contradictions entre les études qui fait que nos élus sont tellement, par les promoteurs et le gouvernement, tellement convaincus qu'il n'y a aucun problème? Donc, le premier, financement par des sources non indépendantes. Donc, les gouvernements ou les promoteurs. Donc, on peut orienter les questions de recherche ou la façon qu'on va le faire, comme par exemple Santé Canada, si tu prends des gens de 600 mètres jusqu'à 11 km, c'est sûr, l'effet va être dilué, que ça peut orienter certaines des études. Les critères d'inclusion et exclusion utilisés pour certaines thématiques ont pu évincer des études pertinentes, c'est ce qui était le cas de l'INSPQ, si on regarde les facteurs inclusion-exclusion. Des biais et des lacunes dans la méthodologie des études, donc Santé Canada est un exemple. La modélisation et collecte des données inadéquates, comme tout à l'heure, si on se base juste sur la pondération A, puis on ne prend pas les autres. Et aussi la façon que les micros sont placés quand ils font des évaluations, des modélisations, ça peut faire une fausse différence. Le nombre limité des résidents vivant à proximité des éoliennes, ça donne des preuves statistiquement jugées faibles, donc comme pour le sommeil cardiovasculaire, mauvaise issue de grossesse. l'INSPQ dit les preuves sont jugées faibles, ça veut dire qu'il n'y a pas de preuves. Il dit les preuves existent, mais le pourcentage des personnes fortement exposées est petit. Donc, on ne peut pas dire que c'est une chose forte. L'absence de corrélation du bruit audible et les symptômes reliés aux l'infrason et basse fréquence, comme je vous disais, si les gens disent « moi, j'ai mal à la tête, je ne suis plus bien », puis ils prennent la mesure du bruit audible, il n'est peut-être pas très élevé. Fait que, on peut pas comparer ça. Donc, la variabilité aussi des personnes, ce que j'ai déjà dit. Un chercheur renommé puis reconnu, Stephen Cooper, était appelé par une compagnie d'éoliennes en Australie
pour enquêter, parce que ça faisait 6 ans que les habitants qui restaient aux abords de aux abords de ce parc éolien-là se plaignaient de symptômes. Puis la compagnie éolienne n'a pas trouvé l'explication non plus. Fait qu'ils ont demandé, lui est allé sur place, il a essayé d'enregistrer avec ses moyens d'enregistrement normal et voir s'il y a une association avec le journal où les gens marquaient les sensations qu'ils éprouvaient à différents moments de la journée. Et il n'y avait aucune association qu'il pouvait faire. Fait que, avec ces façons d'évaluer, il a ensuite ajusté ces différentes façons de placer les micros, enregistrer le son et tout ça. Puis tout d'un coup, il était capable de faire une corrélation exactement avec le bruit d'éolienne, à quel moment et dans quelles conditions que ça joignait les sensations que les gens déclaraient. Et c'était exactement contre la variation du... Oui? On parle là, du son audible ou du son inaudible pour la correspondance? Il a fait les deux. Il y avait des corrélations dans les deux? Oui. Mais il a pu finalement trouver qu'à chaque fois, la puissance sonore, le output, ou la puissance de l'éolienne, quand elle variait de 20%, ça faisait un effet chez les gens. Quand elle démarrait après un arrêt, ou qu'elle ralentissait, ou elle accélérait. Puis, il a pu découvrir la signature spécifique des éoliennes. Donc, il a été capable de reproduire exactement cette signature spécifique des éoliennes en laboratoire. Il a pu inviter des gens qui sont sensibles au bruit des éoliennes inaudibles. Puis, en laboratoire, presque 100%, il y avait une correspondance. Donc, l'effet nocebo ne marchait plus. Les chercheurs qui ont dit, on a invité des gens en laboratoire, puis qu'ils disent s'ils perçoivent le son inaudible, c'était 0, là, c'est juste une attente, une mauvaise attitude envers les éoliennes qui fait ça. Lui, avec ça, ça l'a défaite, cette conception-là de nocebo. OK, un dernier petit go, ce sera vraiment. Alors, lui, il dit on devait demander aux promoteurs et aux instances réglementaires veuillez fournir les études sur lesquelles les critères des éoliennes par éolien ont été développés. 2. Veuillez identifier là où les sources de bruit sont utilisées dans les études liées à la question 1. Ensuite, veuillez fournir les données d'autres réponses relatives aux éoliennes parcs éoliens sur lesquelles vos critères sont basés, ainsi que le niveau correspondant qui représente 10% de la population fortement affectée. Ensuite, la plainte la plus courante des résidents concerne les troubles du sommeil. Veuillez fournir les études sur le bruit des parcs éoliens qui identifient le bruit dont tout indice acoustique pertinent qui donne lieu à des troubles du sommeil. Ensuite, veuillez fournir les études sur le bruit des parcs éoliens qui identifient le niveau de bruit dans tout indice acoustique, donc audible et inaudible, qui ne donnera pas lieu à des troubles de sommeil. Vous serez curieux si vous posez question à Tess, Boralex et tout ça. Veuillez fournir des études sur le bruit des parcs éoliens qui identifient le niveau de bruit qui protégerait l'agrément acoustique des résidents à proximité des parcs éoliens. À la fin, à la lumière de ce qui précède, veuillez identifier qui serait responsable dans une demande de dommages et intérêts des conséquences des impacts négatifs. Je sais que je vais me dépêcher parce que, bon, ça fait un bout que je parle, mais je voudrais vous partager quelque chose que je trouve important, que je viens de voir il y a 2 semaines. J'ai toujours pensé, c'est important qu'on sache le plus par l'industrie, par les informations qui nous arrivent par l'industrie. Il y a, en Angleterre, le gouvernement du Royaume-Uni a demandé un rapport à la compagnie WSP, c'est une firme d'ingénierie qui est au Québec aussi, de voir si les normes devaient être mises à jour. Puis, je trouvais ça très intéressant. Ce qui est sorti, c'est une feuille. Donc, j'avais des feuilles. En tout cas, c'est pas grave, je vais le faire comme ça. Donc, si on vous parle, il parle d'une pondération temporelle. Ça veut dire une question, si tu mesures, il appelle ça fast waiting, si tu mesures la quantité d'énergie sonore émise sur un espace
de 1 seconde, ça donne une ligne comme ça. L'audition humaine perçoit le son, reçoit le son entre 100 à 150 millisecondes. Donc, eux, WSP, ils expliquent l'importance, si on est intéressé à avoir un développement éolien durable, et il dit il faut tenir compte de la modulation d'amplitude absolument. Donc, si on mesure dans la vitesse en millisecondes la puissance sonore, comment elle varie, on voit que ça ne se compare pas. Ce n'est pas une courbe lisse. Donc, le lissage est utilisé des fois pour minimiser l'impact du son dans les explications. Ici, vous voyez bien, ça c'est le bruit audible. Ici, on est à 28 décibels, là on est à 40 à la limite. Donc, si dans une poursuite ou une plainte, on va vous dire « Ah, ben c'est pas grave, là, pendant que toi tu te plains et tu files pas et ça va pas bien, regarde là, on restait toujours dans cette ligne-là, c'est une ligne droite. » Par contre, l'enregistrement, ça c'est un autre espace-temps. Ça, c'est si on mesure le bruit en 1 minute, les émissions sonores. Ça, ici, ça c'est à 50 millisecondes. Donc, si on a une variation de 10 décibels, l'oreille, elle va percevoir le double du son, mais si on veut poursuivre avec une compagnie, ils vont dire non, non, il n'y a pas de problème. Regarde, le son, il n'avait pas augmenté pendant cette période-là. Donc, ils appellent ça la pondération temporelle. Moi, je compare ça à si, mettons, je suis d'Europe, je veux aller au Canada, puis je regarde la température moyenne au Canada. Ah, ben c'est 15 degrés. Ah, puis je vais m'amener des vêtements pour 15 degrés. Mais on ne tient pas compte des écarts. Fait que ça joue beaucoup. Peut-être un peu simplifié, là, mais. Donc, la prévision des prix des parcs éoliens, ça, c'est toujours en bruit audible. Ça varie beaucoup au fil d'une journée. Donc, ici, on voit que même à 3,5 km, il y a proche 30% de la modulation d'amplitude qui est présente. Donc, ce que tu veux dire, Martina, c'est que l'oreille suit toutes les modulations du bruit, alors que les compagnies vont toujours présenter une moyenne. Oui, je vais vous le dire parce que c'est relativement technique. J'aime mieux de vous le lire dans les termes corrects, mais j'ai presque fini, ça va bon. On a les non, non, avec je trouve pas la feuille. En tout cas, ouais. Je sais pas, je l'avais mis à côté, mais c'est pas grave. En tout cas, je pense que vous comprenez quand même le principe. L'oreille humaine reçoit à peu près à 100 à 150 millisecondes les stimuli. Oui. Si on mesure, mettons, à 125, si on va à l'autre, si on mesure l'intervalle de la puissance sonore, à 125, ça indique les changements de puissance. Mais par contre, si on va sur d'autres graphiques, on mesure sur 1 minute, ça ne paraîtra pas. Donc, ils appellent ça un lissage des courbes. Oui, je vais prendre 1 minute. Donc, c'est marqué WSP, il dit bien dans le rapport. Pondération rapide. Il est courant d'appliquer une pondération temporelle lors du calcul de la moyenne, ce qui permet d'appliquer une fonction de lissage au niveau mesuré. La pondération temporelle la plus pertinente pour les mesures de bruit des éoliennes est la pondération temporelle rapide. La pondération temporelle rapide a une valeur de 125 millisecondes qui correspond approximativement au temps de réponse de l'oreille humaine à la pleine sensation d'intensité sonore, généralement de l'ordre 150. L'effet de la pondération temporelle a une incidence importante sur les mesures de modulation d'amplitude du bruit des éoliennes. Comme la pondération temporelle lisse les pics et les creux de la série chronologique du niveau sonore, la profondeur de modulation, c'est-à-dire la plage entre les pics et les creux du niveau sonore, décrite plus loin,
dérivé de la série est généralement plus faible. Ceci pourrait expliquer la dénégation de, ça c'est moi qui le dis, ça pourrait expliquer la dénégation des impacts des fréquences inaudibles par l'industrie et certaines études nocebo. Donc, ensuite, dans le même rapport, c'est marqué, le principal avantage de ces indices pondérés sur une période moyenne à long terme est qu'ils offrent une valeur et un seul chiffre représentant l'exposition globale à une source sonore sur une période relativement longue, pondérée par des sensibilités attendues à différentes périodes. Autrement dit, ils compressent une grande quantité d'informations en une expression minimale. Les inconvénients incluent la compression des données qui masque les nuances de l'indice, la difficulté de prévoir et d'évaluer la conformité au niveau moyen à long terme, ce qui, à proprement parler, nécessite une compréhension détaillée des conditions de propagation annuelle, donc on n'a pas ça actuellement, influencée par des facteurs complexes, notamment la météo et d'autres variables. Le fondement scientifique des pondérations de périodes d'exposition est discutable et peut être interprété comme une confusion entre l'estimateur objectif de l'exposition, le niveau sonore, et les indicateurs de réponse subjectifs, une réaction indésirable plus importante attendue à certains moments de la journée. Donc, c'est ça. Excusez-moi, c'était un peu technique, là, mais ça va être plus simple. Non. Donc, oui. Est-ce que tu crois que les compagnies, quand ils prennent les prises de son, est-ce que leur machine enregistre les écarts, puis qu'après ça, ils tirent une moyenne sur une minute? Parce qu'à ce moment-là, on pourrait peut-être demander de voir l'étude au complet pour nous faire une analyse. Exactement. Sur C'est les pour ça que écarts. j'en ai parlé, parce que je me dis, ben, ça ne touche pas la santé, mais je pense à tous ceux à qui on veut imposer des éoliennes, ou comme en Arthabasca, ils les ont déjà, puis on avait dit à l'époque dans les jugements, ben, c'était un bruit de voisinage, un dérangement de voisinage tout à fait normal. Je pense ça, je ne sais pas s'il n'y a pas une partie qui pourrait expliquer, puis leur aider aussi. Je veux dire, dans les raves, là. Oui, oui, excuse-moi, oui. Moi, je ne sais pas de son sens, compris. Là. Quand la compagnie fait des tests, Oui. est-ce qu'elle les capte tous les écarts ou sa machine est faite pour prendre la moyenne sur une seconde? C'est ça, la compagnie, il faut que vous posez à chaque projet éolien, vous posez ces questions-là. Okay. Vraiment. C'est En fait, important. la plupart du temps, le maire arrive avec son petit sonomètre. Là. Oui. Il dit j'entends presque rien. Oui. Et je voulais juste signaler que dans le RCI de Saint-Hyacinthe, il y a tout un mécanisme de plainte d'intégrer. Et vous savez, les RCI, là, moi j'en ai lu peut-être une douzaine, puis plus ça avance, là, plus on raffine l'embêtement qu'on veut causer aux citoyens. Oui. Parce que là, dans Saint-Hyacinthe, il y a un mécanisme de plainte avec toute l'équation, si tu veux, pour calculer les choses. Et c'est clair qu'il n'examine qu'un seul des aspects. Donc, on risque de se retrouver au fur et à mesure qu'ils vont modifier les schémas ou les règlements de contrôle intérimaire, on va se retrouver avec une affaire plus sophistiquée pour fourrer le monde. Oui, oui, oui. En tout cas, ils peuvent compter que les citoyens sont capables de s'informer, de lire et écrire. Bon. Fait que c'est ça. Bon, donc, il y avait une conférence de Winter. Oups. Voilà. OK. C'est ça. En juin 2019, à la conférence de Winterbrain Noise à Lisbonne, ils ont bien mis, c'est ça, le stress par le bruit à côté du syndrome éolien, puis on voit que la majorité, c'est quasiment les mêmes. Donc, selon l'industrie, le wind turbine syndrome, c'est rien de nouveau. C'est la même chose qu'un stress qui fait du bourdonnement, que juste 2% de la population serait sensible à ça. Bon. Donc, le syndrome éolien est quand même reconnu par certaines cours au niveau juridique. C'est ça, il y a eu en France, aux États-Unis, en Australie, il y a eu des poursuites, ils ont été gagnés. Bon, maintenant, les impacts avec les animaux. Donc, il y a eu une étude en France qui a fait que, auprès de plus que 1000 éleveurs, ce qui est sorti par rapport
aux animaux d'élevage. Ceux qui étaient les plus sensibles, c'était les élevages laitiers. C'est beaucoup aussi des élevages quand les vaches vont dehors. Et ils étaient beaucoup plus affectés, selon l'étude ou l'enquête, que par les courants parasites dans le sol qui autour des éoliennes. Et ça dépend aussi de la nature du sol. C'était dépendamment des régions, la nature du sol. Il pouvait avoir plus d'impact, des fois des très grands dommages, des fois des agriculteurs qui perdaient leur troupeau même. Les vaches sont aussi très sensibles au bruit, plus sensibles que les humains. Pour eux, 30 décibels, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est ça. Oups, ça c'est un peu petit, malheureusement. Je ne sais pas si c'est sorti différemment, c'est pas grave, c'est peut-être avec l'ordinateur. Mais c'est ça, aux États-Unis, au Canada, en Europe, il y a eu on a déclaré des anomalies telles que des malformations congénitales, des problèmes de fertilité, des comportements agressifs. Chez les bovins, des mutations, absence de yeux, des queues, avortements spontanés, des prolapsus. Chez les chèvres, émeux, chevaux, moutons aussi, des taux de mortalité élevés, problèmes de reproduction. Pour la faune sauvage, un stress élevé, aussi des difficultés de communication des oiseaux entre elles et des dérangements des couloirs migratoires. Le parc éolien Saint-Michel en Montérégie, c'est le premier parc éolien avec des éoliennes de 200 mètres. Il a démontré un taux de mortalité supérieur à la moyenne provinciale pour les oiseaux, 2-3 fois plus par éolienne que les éoliennes plus petites. Le taux de mortalité des chauves-souris, il me semble que c'est 4 ou 5 fois plus, parce que ce parc-là est en opération depuis 2022. Puis les premiers 2 ans, ils font toujours des suivis de mortalité d'oiseaux. Puis même ces mortalités-là, quand ils mesurent le taux de mortalité, souvent l'oiseau qui est haché en morceaux, là, avant que les gens les décomptent, des fois, il y a des renards ou d'autres qui ont déjà ramassé, donc c'est pas précis. Donc, oui. Et quel parc éolien tu fais référence? Montérégie Saint-Michel. Saint-Michel. Oui, c'est 6 éoliennes de 4 mégawatts. Jardin de la Pierreville. Oui, C'est à côté. C'est chez nous, Jacques. C'est Janine. C'est chez nous. Oui. Merci. Fait que, ah oui, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce parc éolien-là, nous, dans notre MRC, ça a donné qu'on puisse rencontrer les 11 maires sur 16 qui font partie du comité énergie renouvelable. Puis un des maires nous disait, oui, il dit, on était là-bas à Saint-Michel, puis le problème n'est pas si pire. Puis là, j'ai dit, le dérangement d'un parc éolien est beaucoup plus grand quand le niveau sonore initial avant l'arrivée des éoliennes est bas. Eux autres, là-bas, à Saint-Michel, le niveau de bruit initial avant qu'il y ait des éoliennes, il était de 42 à 53 décibels. Donc, c'est masqué, le bruit audible des éoliennes est masqué parce que le bruit de l'autoroute à côté est plus élevé. Si on se trouve dans une région où le bruit initial est, mettons, 25 décibels ou moins, si on ajoute 10 décibels de plus, comme je vous disais, 10 décibels, ça fait que le bruit est quasiment, la perception est le double. Donc, le bruit éolien est beaucoup pire dans une région, plus c'est calme, plus une qualité d'environnement. Puis, c'est ça. Bon, en tout cas, pour revenir, c'est ça. Donc, au Québec, les impacts, je l'avais dit, il y a eu des impacts aussi juridiques et sociaux. Il y a eu des poursuites pour des aigles. Là, on ne le voit pas, je ne sais pas, il y a de quoi avec l'ordinateur, peut-être. C'est ça, les oiseaux étaient tués par les éoliennes, un procès historique, EDF en France. 150 aigles aux États-Unis, ça coûtait je ne sais pas combien de millions. Il y a le peuple des Samis en Norvège qui ont eu aussi le plus grand projet éolien sur leur île où ils ont des rennes. C'est des troupeaux qui évitaient aux alentours des parcs éoliens. Puis, dans ce temps-là, c'est limité la surface où ils pouvaient brouter pour l'hiver. Un autre impact aussi sur la biodiversité, il y a un très haut taux de fatalité, de mortalité d'insectes sur les pales des éoliennes. Il y a des milliers il y a je ne sais pas combien de milliers de tonnes qui sont collées après les pales des éoliennes. Le sol aussi, il y a le bruit vibratoire des éoliennes éloigne les vers de terre
Donc, ça a un impact sur la capacité du sol d'absorber l'eau, puis aussi la structure du sol. Donc, ça va aller vite, je suis presque terminée. Donc, comme je vous disais, le poids d'une éolienne Vestas, 6 MW, c'est 1202 tonnes. L'information que notre MRC nous avait donnée, ça faisait 1 an que je posais la question, et on dit une éolienne sur la documentation de notre MRC, c'est 200 à 350 tonnes, puis ce qui m'a fait sursauter, le poids des fondations, 20 à 30 du poids total. Je dis, ça se peut pas, il faut que la base soit plus pesante que le tout. Fait que, donc, c'est ça. Donc, l'INSPQ, il indique dans ce rapport que c'est important d'appliquer le principe de précaution. Les risques potentiels pour la contamination chimique et la vulnérabilité pour les ressources en eau potable sont élevés. Il faut caractériser la nappe souterraine avant chaque projet. Actuellement, quand on pose des questions, ils nous disent que c'est les promoteurs qui vont s'occuper de ça. Le développement du parc éolien peut avoir un impact sur la qualité de l'eau souterraine, la quantité et le régime d'écoulement des eaux souterraines. L'étendue des fondations peut affecter un impact l'environnement aquatique et ça peut affecter aussi les puits, les forages, les sources, des zones humides également et des cours d'eau et l'érosion et la stabilité des sols. Donc, un autre problème avec les éoliennes, c'est leur contenu des pales en PFAS, les polluants éternels. C'est un matériel essentiel. Selon l'industrie, ils disent d'ailleurs, l'érosion du bord d'attaque des pales est une source potentiellement importante de perte de revenus pour les parcs éoliens. Ce que j'ai vu, c'est souvent, ça arrive au bout de 10 ans, ils sont obligés de patcher ça. Fait que ça aussi, les contrats sur 30 ans, je ne sais pas qui va s'occuper de ça. Si les pales, il y a l'abrasion, ça va être plus bruyant aussi. En plus du PFAS qui peut être dans le sol ou dans le lac. Donc, c'est ça, c'est important de tenir compte de ça. Il y avait des nouvelles réglementations au niveau PFAS, Québec, Canada sont prévues, mais à date, on n'en parle pas des éoliennes là-dedans. Donc, ça, c'est nouveau. Le gouvernement du Québec veut limiter les PFAS dans les biosolides utilisés en agriculture en étant des bouts de papeterie ou de bouts d'égouts. Puis, s'ils vont limiter ça, on va mesurer le bilan phosphore dans les sols, mais s'ils font la même chose avec les PFAS, pour l'agriculture, je ne sais pas si ça va être un des arguments, on pourrait dire là, on ne va pas mettre les éoliennes par-dessus si on a déjà la misère avec les autres choses qu'on envoie sur nos terres, puis on veut le réglementer, là. Ça risque d'être compliqué. Donc, une compagnie, WSP, toujours, mais au sol canadien, et il parle pas par rapport aux éoliennes, aux PFAS en général. Les projets d'atténuation des PFAS sont complexes en raison des nombreux milieux environnementaux concernés, eau potable, eau de surface, eau de souterrain, sol, sédiments, air, eau usée, eau pluviale, déchets solides et biosolides. Les municipalités et les entreprises devront effectuer des changements opérationnels majeurs et des investissements considérables, ce qui affectera directement les contribuables et l'économie dans son ensemble. Il y a aussi, par rapport au PFAS, aux États-Unis, Bloomberg Law et les avocats y étudient déjà comment les compagnies pourraient se prémunir contre les poursuites éventuelles et des litiges. Parce qu'aux États-Unis, on va encadrer actuellement les PFAS dans certains États, mais probablement, je ne sais pas si c'est fini. Et probablement aussi, seulement à partir de 2032, on va peut-être aussi poser des critères aux compagnies éoliennes. Donc, 2032, ça vient vite. Donc, c'est des choses qu'il faut éventuellement mentionner dans nos arguments aussi. Donc, en terminant, les risques pourraient fort dépasser les bénéfices anticipés. La population n'est pas avertie suffisamment. Les réglementations et normes existantes sont inadéquates pour les technologies actuelles. La protection de la population rurale avoisinante de futurs projets est insuffisante actuellement. Les recherches indépendantes et les nombreuses plaintes sont de la preuve des impacts. Plus d'études sont nécessaires. Le principe de précaution devient donc évident et impératif, implique ne pas reporter à la mise en œuvre des mesures afin d'éviter que ça se réalise un dommage grave et irréversible à l'environnement et à la santé, même si la réalisation de ce dommage demeure incertaine.
il y a une compagnie, le US Department of Energy, avec les 3 plus gros fabricants américains d'éoliennes, GE, Vestas et Siemens Gamesa, dans le rapport, comment on peut faire avec l'agrandissement des éoliennes et les niveaux sonores pour la communauté. Dans le rapport, il marque bien les impacts sonores potentiels des futures éoliennes industrielles et des futurs aménagements d'installations sont donc directement liés à la rapidité d'exécution des projets du parc éolien et au succès de l'émission des permis locaux influencés par l'opposition de la communauté. Donc, on insiste beaucoup, il faut faire très, très vite, puis checker de ne pas faire trop de bruit pour, c'est encore une raison plus vite, plus grande de ne pas aller accélérer. Plus loin, dans le même rapport, ils disent les fardeaux locaux peuvent inclure des impacts économiques, par exemple, des impacts négatifs de la valeur des propriétés, une augmentation des inégalités de richesse ou des impacts sensoriels, par exemple le bruit, la visibilité ou le sentiment des ondes. Ça, c'est l'industrie qui le dit. Maintenant, ce qu'on dit, le scientifique en chef du Québec, TES Canada, ils ont ça dans leur documentation, comment bien informer les élus et la population. Ça, c'est sur le site de TES Canada. Le scientifique en chef du Québec éclaire rien dans la... Je l'ai écrit d'ailleurs dernièrement. Le scientifique en chef du Québec éclaire rien dans la littérature scientifique ne permet de conclure un lien entre la présence d'éoliennes et des impacts sur la santé. Le scientifique en chef s'appuie notamment sur les études de Santé Canada, de l'Institut national de santé publique et de l'Académie nationale de médecine de France. L'utilisation d'éoliennes pour produire l'électricité renouvelable est répandue mondialement. Les normes d'implantation bien définies font en sorte que ces équipements sont sécuritaires. Certaines avancent l'idée que des turbines produisent des ondes électromagnétiques nocives, ce qui est faux. D'ailleurs, les éoliennes produisent généralement moins d'ondes électromagnétiques que les appareils électroniques d'une maison typique. En ce qui est trait au climat sonore, des éoliennes produisant un son ayant un volume équivalent à un réfrigérateur à une distance de 500 mètres qui diminue plus la distance augmente. Si on lit les références du scientifique en chef, il y a plusieurs références qui ne marchent pas. Par rapport à ce qu'il déclare à l'INSPQ, ce n'est pas ce qu'il dit. Dans le rapport, on réfère à des éoliennes de 1,5 MW. Puis on réfère avec l'effet, ça s'appelle le scientifique en chef, les 4000 sur les éoliennes. On dit, puis par rapport à l'effet nocebo, si on voit par quel chercheur, c'est signalé, c'est quelqu'un qui est consultant pour la compagnie Infinite Energy. Donc, l'autre, le dernier, là, maintenant. L'autre, c'est Boralex, dans le projet Arthabasca, ce qu'on trouve comme information. Qu'en est-il du niveau sonore des éoliennes? Ça, c'est leur documentation. D'ailleurs, il faut savoir qu'au Québec, la réglementation en cours fixe le niveau sonore maximal acceptable en milieu rural à 40 décibels/heure, ce qui équivaut à un bruit ambiant d'une bibliothèque. Bon, un frigo ou bibliothèque, peu importe. À titre d'information, dB est le sigle pour décibel dBA, le sigle pour la manière dont l'oreille humaine entend. Le projet de l'étude, présentement, se conformera sans mal à ces normes, autant que les éoliennes utilisées aujourd'hui sont plus silencieuses qu'elles ne l'ont jamais été. Il y a aussi le fait que lorsqu'une éolienne se retrouve dans le paysage d'une résidence, elle en est éloignée d'au moins 700 mètres. Il faut mentionner également que l'impact sonore des éoliennes est désormais modélisable à l'aide de logiciels, ce qui permet d'optimiser leur performance à ce chapitre, tout en minimisant les impacts environnementaux. L'impact sonore du projet sera évalué lors de l'étude d'impact. La conception du projet, donc la localisation des éoliennes, tiendra compte de ces résultats enregistrés et le projet sera ajusté afin d'assurer le respect des normes applicables. Les suivis seront également réalisables lors de la phase d'opération. Donc, on peut dire évaluation sonore incomplète, modélisation imprécise, ça presse pour un moratoire puis un date générique. OK, merci beaucoup pour votre attention. Puis, ce n'est pas en lien avec la santé, mais j'ai vu la hauteur des éoliennes. Il y a avec les éoliennes de grande taille, à 150 mètres, ici ça ne paraît pas, il y a 150 mètres, 200 mètres et tout, il y a un périmètre de minimum de 10 à 60 km, dépendamment de la hauteur de l'éolienne, à partir de 150 mètres. Il y a des interférences. Donc, il y a des modélisations sur Canada. Les interférences des éoliennes avec les radars météorologiques
Mais il n'y a pas juste les radars météorologiques. Il va y avoir aussi de plus en plus de communication satellite, navigation, auto-télécommunication. Fait que l'agriculture aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont à l'avenir dépendre des satellites. En Europe, il y a des parcs éoliens qui étaient annulés, des offshore. C'est pour des raisons de sécurité nationale. 13 parcs éoliens dernièrement, je pense, dans l'Europe du Nord. Fait que c'est juste ça. C'est pas